On parle justement de la situation militaire en Ukraine avec vous, Xavier Titelman. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Bonsoir. Vous qui êtes un ancien aviateur militaire, spécialiste en veille des médias sociaux et co-créateur d'ailleurs de cette carte que nous vous présentons ce soir. Eric Osmos, qui suit le conflit en Ukraine et les terrains d'affrontement jour après jour. Alors justement, cette frappe sur la télévision, c'est une cible évidemment stratégique. C'est une cible sur le moral, c'est pas réellement une cible militaire. Par contre, évidemment, ils veulent impacter les combattants, les volontaires qui se multiplient. Ils préparent aussi cette invasion. Kiev, c'est 800 km² et ils savent très bien qu'ils vont devoir se battre pied à pied devant chaque immeuble, devant chaque maison. Ça va être particulièrement lourd. Donc là, ils vont commencer à faire simplement ce qu'on appelle de la guerre psychologique. Et donc, ils vont d'abord faire en sorte que les gens n'aient plus d'informations. Je suis toujours étonné qu'ils aient toujours l'électricité et qu'ils aient toujours Internet. Mais apparemment, les Russes se servent eux-mêmes de leur téléphone portable pour se coordonner et pour communiquer entre eux, ce qui expliquerait pourquoi les Ukrainiens peuvent toujours nous partager toutes ces informations. Oui, justement, l'électricité, par exemple, il n'y en a plus dans la ville de Mariupol. Alors, vous parliez de Kiev, évidemment. Est-ce que l'assaut est imminent, vous qui suivez grâce à vos cartes en temps réel ce qui se passe? Est-ce que pour vous, cet assaut, il est imminent et quelle forme il pourrait prendre? A priori, non, pas tout de suite. Pour moi, c'est encore au moins 2-3 jours de préparation, tout simplement parce que les Russes sont face à des ponts qui ont été cassés. Leurs avancées ont été des pièges. En réalité, quand ils ont réussi à avancer de quasiment 10 km, le pont a été cassé derrière eux et toutes les troupes qui avaient réussi à avancer ont été pilonnées à l'artillerie et finalement, le front a reculé et c'était une sorte de contre-offensive qui a été réussie de la part des Ukrainiens. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de contournement, sauf que le front sud est un échec. L'assaut aéroporté que les Russes ont voulu mettre sur le sud de la ville de Kiev n'a pas réussi. Et les troupes qui viennent de Russie sont quasiment à 150 km encore de Kiev. Ça fait 5 jours qu'ils piétinent. Il y a des soucis logistiques, on les voit très clairement. Pour moi, il faudra encore au moins 2-3 jours de préparation. Et cette colonne de 60 km de long qui attend depuis au moins 3 jours sur place, c'est une cible idéale. Si les Ukrainiens avaient encore des missiles balistiques ou s'ils pouvaient encore utiliser leurs drones ou une aviation, très clairement, c'est l'endroit où taper parce que ces gens sont coincés, il n'y a pas de route secondaire. Et à mon avis, les Russes, avec le génie, essayent de recréer des ponts simplement pour pouvoir accéder aujourd'hui à Kiev, ce qui aujourd'hui n'est pas possible vu la destruction de toutes les installations. Vous restez avec nous, Xavier Titelman, pour suivre la suite de ces combats. Justement, on va parler des autres villes hors Kiev. Il y a aussi des frappes à Kharkiv, toujours dans la deuxième ville du pays. Un missile a détruit un bâtiment historique, le siège de l'administration de la région. Plusieurs personnes ont été tuées. C'est un nouveau crime de guerre pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le récit d'Anne-Claire Poignard. Et voilà à quoi ressemble notre administration. Au pied du bâtiment touché, l'homme qui filme est un secouriste. J'ai les larmes aux yeux quand je vois ça. Bouleversé par l'ampleur des dégâts. La frappe russe s'est abattue à 8h01, filmée par une caméra de vidéosurveillance. Sur cette image arrêtée, on distingue clairement un missile. Juste en dessous, au moment de l'impact, quelques voitures tentent de prendre la fuite. Dans la panique, leurs occupants roulent portière ouverte. Alors qu'un épais nuage de fumée s'abat sur la place, on distingue des silhouettes s'extraire du bâtiment à pied. Cela s'en sort in extremis. Au 6e jour de l'offensive russe, les bombardements touchent la deuxième ville de l'Ukraine en plein cœur. Le président ukrainien a réagi. Aujourd'hui, les forces russes ont brutalement tiré sur Kharkiv avec des roquettes d'artillerie. C'est clairement un crime de guerre. Selon les autorités sur place, au moins 6 corps ont été évacués, mais il reste encore des victimes sous les décombres. Dans cet amas de débris, une course contre la montre commence pour retrouver d'éventuels survivants. Le secouriste qui filme semble vouloir prendre le monde à témoin. Ça, c'est pour ceux qui croyaient à la paix avec les Russes. C'est ce que vous vouliez? Beaucoup de blessés. Ce midi, les rares habitants qui s'aventurent dans les rues de Kharkiv semblent avoir bien du mal à reconnaître leur propre ville.
Xavier Titelman, vous êtes toujours en direct avec nous. Kharkiv, c'est la deuxième ville du pays. Elle présente un intérêt stratégique pour qu'elle soit frappée comme ça depuis le début? C'est la route de Kiev, c'est elle qui est le verrou. Et le plus étonnant, c'est que ça fait quand même depuis le début de ce conflit qu'ils sont autour de Kharkiv, qu'ils ont réussi à la prendre. Vous m'auriez demandé la semaine dernière, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir une contre-offensive réussie de la part des Ukrainiens sur Kharkiv, qui ont repris la ville. Ils se battent pied à pied, mètre par mètre. On voit des embuscades, on voit des soldats russes qui sont pris au piège, on voit des prisonniers, on voit des saboteurs qui sont attrapés également. Donc réellement, cette ville, évidemment, c'est ne serait-ce qu'un symbole. On le voit très bien. Hitler avait bombardé Kharkiv. Aujourd'hui, Poutine le fait. C'est de la propagande que les Ukrainiens utilisent également de ce côté-là. C'est très douloureux pour tout le monde. Et justement, l'objectif qu'on voit qui est très étonnant, c'est que les Russes essaient maintenant de faire plier la population en utilisant l'arme aérienne, en bombardant les quartiers résidentiels. Et de mon point de vue, plutôt spécialisant en aviation, ils utilisent des avions de 4e génération pour bombarder avec des bombes non guidées qui datent d'il y a 50 ans. C'est comme s'ils n'avaient pas la logistique, c'est comme s'ils n'avaient pas ce qui va avec leurs avions et qu'ils avaient en fait ces programmes qui sont très beaux, dont on parle beaucoup, mais en fait ils n'ont pas tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, ils attaquent, ils tombent sur des hôpitaux, certainement des crimes de guerre de ce côté-là, et on voit des bombes avec des sous-munitions qui explosent sur Kharkiv et dans les banlieues résidentielles. C'est pas possible qu'ils visent mal, c'est une volonté délibérée des Russes d'attaquer les civils pour les faire plier. On a vu aussi ces images étonnantes de chars russes arrêtés pour des pénuries de carburant. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que vraiment ça peut freiner leur avancée? Est-ce que la bataille se jouera au sol ou dans les airs? Ah non, c'est très clairement au sol que ça va jouer parce qu'il faut occuper ce terrain, mais on a des centaines de cas. Nous, on collecte des dizaines et des dizaines de preuves de tanks, de chars, de blindés qui sont abandonnés par leurs occupants, des gens simplement parce qu'ils n'ont plus d'essence. Et depuis le deuxième jour, on le voit, ils étaient bloqués à l'avant, ils n'arrivaient plus à avoir de ravitaillement. On voit maintenant même des rations alimentaires que les Russes utilisent, qui sont récupérées par les Ukrainiens, qui sont périmées depuis 2015. Mais donc réellement, la logistique est vraiment un problème. Pardon ? Comment expliquer cet amateurisme ? Ils n'ont pas la logistique de l'OTAN, d'une part, la logistique américaine, mais en plus, c'est vrai que ce qui reste de l'aviation ukrainienne vise très spécifiquement les convois, notamment je pense aux drones, les drones Bayraktar TB2 qui ont réussi, et d'ailleurs c'est les images principales qui sont diffusées par ces drones, ils tapent sur des citernes, ils tapent sur des camions, ils ont réussi à détruire un train de carburant, et c'est ça qui provoque ces pannes d'essence à l'avant, ce n'était pas préparé, et tout simplement, encore une fois, comme il y a eu des sabotages, comme les ponts n'arrivent plus à passer, et que finalement ce carburant, il doit passer par des ponts, c'est pas comme certains véhicules qui peuvent être amphibies, qui traversent et qui peuvent avancer d'une manière un petit peu plus simple. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas pris les aéroports, ils ne peuvent pas envoyer sur place du pétrole à l'avant, et donc aujourd'hui il y a des pannes d'essence, ce qui se multiplie un petit peu partout, et donc les soldats russes abandonnent leur matériel, néanmoins ça avance quand même, ça continue à se battre, il ne faut pas croire que leur avancée soit arrêtée, mais en tout cas sur ce front nord c'est une certitude, ils ont vraiment des difficultés logistiques. Merci beaucoup Xavier Titelman, et justement l'aide militaire s'organise autour dans les pays limitrophes à l'Ukraine et notamment en Roumanie. C'est là que les premiers soldats français sont arrivés tout à l'heure. L'Ukraine et la Roumanie ont 650 km de frontières communes. C'est donc une position stratégique pour les militaires français. Ce sont essentiellement des chasseurs alpins. Ils doivent assurer la stabilité de la Roumanie. Ils rejoignent d'ailleurs la base principale de l'OTAN en Roumanie pour la sécuriser. C'est une position stratégique, d'autant plus que l'arrivée d'armes pour les soldats ukrainiens ne peut se faire que par les routes de Roumanie et de Pologne notamment. Alors voilà ce qu'on pouvait dire pour la situation sur le terrain. Instant d'émotion à présent cet après-midi en France à l'Assemblée nationale, d'émotion et d'union. L'hémicycle s'est levé comme un seul homme pour saluer l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko. Je vous propose de revivre ce moment sur France Info. Nous sommes en train d'assister à un premier acte. Un premier acte qui n'est pas terminé et qui fait apparaître à la fois le déséquilibre des forces en présence, mais aussi le courage admirable du peuple ukrainien, monsieur l'ambassadeur, et la mobilisation de la communauté internationale.